c'est un projet, donc c'est-à-dire qu'on fonctionne au sein de Silène, qui est un bailleur social de 9000 logements, avec 3 directions. Donc on fonctionne dans notre projet entre 2 directions, la direction du patrimoine, des techniciens que je représente, et puis Bénédicte, qui elle travaille à la direction de la proximité. Donc ce projet-là, on le porte entre 2 directions. Résidence, c'est parce que là, c'est l'échelle sur laquelle nous travaillons ensemble. Donc c'est une échelle de gestion. En tout cas, c'est projet de résidence et c'est pour les habitants. C'est parce qu'on va essayer, pendant ce projet sur la résidence, de travailler avec les habitants de cette résidence. L'échelle est importante. Donc c'est une démarche d'entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'elle engage toute l'entreprise et qu'il y a des impacts sur notre organisation. C'est une démarche qui a été testée au début des années 2000-2005 et qui a été systématisée dans le cadre de l'ANRU. L'ANRU est arrivée, on s'est dit, bon, on va la systématiser sur les projets de résidence. Et elle est engagée dans des secteurs prioritaires. Ce n'est pas tout le patrimoine de Silène qui est concerné par ce type de projet, c'est ciblé sur des secteurs prioritaires, et notamment les secteurs ANRU, qui eux, toutes les résidences de l'ANRU ont bénéficié de cette approche. Bon voilà, le premier enjeu, c'est de définir la bonne échelle pour ces projets-là. La difficulté quand on est dans un territoire de type grands ensembles, c'est qu'on a du mal à définir les échelles justement de gestion. Parce que tous les bâtiments, les espaces publics ne sont pas très bien délimités, on ne sait pas très bien qui gère quoi, les bâtiments vivent parfois un peu sur eux-mêmes, parfois on ne sait pas trop vers quel ensemble ils sont constitués. Donc ça, c'est tout un travail qui est mené par les collègues qui sont sur le terrain pour dire, ben non, l'échelle de gestion, c'est celle-là. Voilà. Parce qu'il faut imaginer que ces quartiers-là, au départ, ils sont un peu gérés de manière... Tous les immeubles de ce quartier-là sont gérés de manière un peu égalitaire. Donc là, on va essayer d'identifier les différentes résidences. Donc je ne sais plus sur la rue combien il y avait de résidences. Au final, on est arrivé à 2 x 12, donc 24 résidences. Les objectifs, ils sont très génériques. Transformer les conditions de vie des habitants, améliorer l'attractivité, faire évoluer les dynamiques résidentielles. Je n'ai pas dit politique de peuplement, c'est beaucoup plus large que ça. Et puis adapter la gestion à chaque résidence. On est dans une logique de, sur cette résidence-là, il y a des problématiques particulières qui sont identifiées. Donc qu'est-ce qu'on met comme outil pour adapter notre gestion, pour sortir un peu d'une gestion administrative du site ou d'une gestion un peu trop égalitaire. Le plan d'action, d'abord, c'est améliorer le service. Améliorer le service aux habitants, ça passe par... tu complètes, Bénédicte, parce que ça, c'est surtout vous qui vous en occupez. La gestion des réclamations techniques, des réclamations sociales, la propreté, la présence sur le terrain, est-ce qu'elle doit être renforcée, est-ce que c'est pas nécessaire, etc. Donc, Bénédicte présentera de manière plus concrète ce qui se passe sur une résidence sur laquelle nous travaillons actuellement. Et ça, c'est un volet important. Le confort des logements, donc la notion de confort, pour nous techniciens, c'est l'horreur, parce que c'est pas très bien défini. Par contre, ça parle beaucoup aux habitants. Donc, ils nous font des retours sur comment ils se sentent chez eux, et après, c'est à nous d'essayer de retravailler ce que ça donne sur un plan technique. L'image et la qualité d'usage des parties communes, ça, c'est une grande spécificité de l'ANRU, donc c'est devenu un objectif qu'on a un peu systématisé. De ce problème d'image et de qualité d'usage sur les parties communes. Pourquoi vous avez appelé ça la résidentialisation? Nous, on appelle ça les espaces privatifs ouverts. Il y a l'espace public, et puis il y a nos espaces, qui sont des espaces ouverts sur l'espace public très largement, mais ils ont une vocation privative liée à la résidence. Donc là, à nous de travailler avec les habitants aussi et avec les concepteurs pour trouver est-ce qu'on met des limites fortes ou pas, est-ce qu'il y a des endroits qui sont certes privatifs mais qui ont une vocation publique. Voilà, on essaye de trouver des nuances dans nos interventions. Et bien sûr, il y a le hard, la réhabilitation, les travaux, essentiellement chez nous sur les façades et sur les espaces extérieurs, sur la résidentialisation. Alors,
Alors la place des habitants, d'abord, tout ça c'est un plan d'action sur plusieurs années, donc la place des habitants elle se fait bien sur cette échelle de temps-là. Donc l'échelle géographique c'est le projet de résidence, mais il y a aussi une échelle de temps qui est assez dilatée par rapport aux travaux, parce qu'en fait ça commence avant les travaux, bien avant même parfois, on verra sur Plaisance, c'est 2, 3, 4 ans avant les travaux, mais ça va aussi continuer après. Donc c'est pas le moment du travaux où les habitants sont présents, c'est bien avant et après, et bien sûr pendant. Donc ça passe par, alors j'ai cité plusieurs choses, il y a les diagnostics préalables, ce que vous appelez les diagnostics en marchant, c'est effectivement une pratique chez nous que l'on fait régulièrement, c'est un outil très efficace. Pour nous, pour les professionnels, on ouvre grand nos oreilles, quoi. C'est ça, on est dans une posture d'écoute et de respect de l'écoute de chacun, qui peut être réciproque. Et ça, c'est une posture que moi je trouve intéressante, qui bouscule pas mal d'habitudes. Ensuite, il y a beaucoup de dispositifs d'implication des habitants tout au long du projet. Vous en avez cité tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais les réunions, les courriers, les affichages dans les halls, les réunions au pied d'immeubles, parfois directement chez les habitants. Enfin, il y a plein de choses que Bénédicte, sur un cas plus Plaisance, pourra peut-être vous citer. Et surtout, à la fin des travaux, mais qui visent à continuer la gestion, il y a une évaluation des actions à partir du ressenti des habitants. Alors essentiellement à base de questionnaires, qu'après, au niveau des équipes techniques, on regarde ensemble les résultats. Alors généralement, on fait ça 6 mois, 1 an après les travaux. Il y a 2 enquêtes. Et ça nous permet de voir, est-ce que ça a fonctionné, ce qu'on avait prévu, ou ce qu'on avait cru comprendre, parce que des fois on se plante. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce qu'on pourra le refaire plus tard, ou est-ce que ça, il faut vraiment laisser tomber. Voilà. Donc on prend en compte les attentes et les usages des habitants. C'est ce que vous avez dit, l'expertise de l'usage. Finalement, notre démarche, elle repose beaucoup là-dessus. Et on est dans un système, pour moi, de coopération. Parmi les acteurs au niveau de la proximité, il faut parler aussi des employés d'immeubles, parce que chez nous, ce sont des personnes importantes. Donc eux aussi, ils sont en contact direct avec les habitants pendant tout le projet, et aussi ils font partie du projet. Ils sont là à toutes nos revues de projet, puisque pendant le chantier, on se voit régulièrement, on fait le point sur ce qui a avancé, sur ce qui a marché, et les employés d'immeubles, ils sont là aussi pour faire le lien avec les habitants, pour nous alerter quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, parfois en direct. Bon voilà, après les enquêtes de terrain, l'élaboration du projet, c'est des choses un peu basiques. Et la validation du projet, il y a des allers-retours entre du recueil de données, les diagnostics en marchant, des habitants qui sont informés, invités. Sur la validation, les choses sont claires. Ce ne sont pas les habitants qui valident le projet. On leur présente généralement, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans 15 jours à Plaisance, on leur présentera notre copie finale, puisqu'on leur a présenté plusieurs scénarios de projet depuis le début, en leur expliquant combien ça coûte, pourquoi il y a telle ou telle chose qu'on va faire, et pourquoi telle ou telle chose ne seront pas faites. Mais les habitants ne valident pas le projet. Alors, ici dans la diapo on parle d'habitants référents, parce que ça dépend des projets. Sur certains projets, sur certaines opérations, il y a des habitants effectivement qui vont être reconnus comme tels. Parfois c'est plus délicat, donc c'est pas là aussi systématique. Ce qu'il faut dire, c'est que le conseil de concertation locative, il est aussi en parallèle chez nous informé de la plupart des démarches, et il émet un avis qui est important sur la qualité du projet et sur le fait qu'ils soutiennent ou pas le projet. Ça, c'est plus du suivi en interne, comment on travaille. Nous, le fait de travailler entre deux services, ça nécessite un peu d'ingénierie et un peu de tableau de suivi. Donc on a des plans d'action, des suivis du plan d'action qui se traduisent par des réunions essentiellement, des réunions qu'on appelle les revues de projet. Alors, ces revues de projet, elles ont lieu de manière un peu toutes les 7-8 semaines, de manière plus resserrée quand on est en phase de lancement de travaux ou dans des phases un peu délicates. Mais voilà, c'est comme ça qu'on travaille ensemble et qu'on discute sur comment ça se passe sur le projet.
Ce qu'il faut dire, c'est que le chef de projet, c'est-à-dire celui qui demande aux autres services de venir, celui qui définit l'ordre du jour, c'est la proximité. Donc c'est pas le technicien, c'est bien la gestion qui est chef de projet. Et alors ça a l'air de rien comme ça, mais ça donne un peu la température d'un projet de résidence. C'est que c'est bien la gestion qui peut du coup redéfinir l'ordre du jour. Si elle n'a pas envie de parler du calendrier de travaux parce qu'il se passe quelque chose de plus important, c'est bien eux qui définissent ça. Ça, c'est pas facile pour les techniciens qui ont eu l'habitude de maîtriser les choses. Ça peut bousculer un peu. Et puis l'évaluation, c'est un point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un point très important parce que on essaye de faire des progrès aussi, de revoir un peu certains dispositifs. On pensait que ça allait marcher, et puis ça ne marche pas. Voilà. C'est une adaptation en continu aussi. On ne fait pas que travailler entre nous sur l'opérationnel sur le terrain. Évidemment, on a des comptes à rendre à une direction, à un chef de projet qui nous encadre, avec des objectifs en termes de temps, en termes financiers. Et ça, c'est important. Et surtout, la direction générale et les chefs de projet, eux, sont en contact, bien sûr, avec les politiques, avec d'autres démarches de gestion urbaine qui viennent impacter notre projet et peuvent aussi nous donner quelques indications. Voilà, le management de projet, il est encore une fois l'échelle d'une unité territoriale bien précise. On essaie d'articuler nos formes d'action, des actions techniques, des actions de gestion, des modes d'intervention quand on travaille en site occupé ou pas. Parce que là aussi on fait des choix selon la difficulté du projet, selon des enjeux aussi de population. On peut décider de travailler en site occupé ou pas. Et donc tout ça, on essaie d'articuler ça ensemble parce que ces choix-là, ils doivent être assumés par nos deux services. Il y a des partenariats et des coopérations du coup qui se font aussi avec des démarches de type GUP, évidemment, qui viennent impacter directement nos projets sur des questions de propreté, d'espace vert, d'équipement, et avec d'autres partenaires. Bonjour, moi je vais vous parler plus spécifiquement du projet Plaisance. Donc c'est juste pour vous situer un petit peu, Silène possède environ 3000 logements qui appartiennent au patrimoine de la reconstruction, donc qui date des années 50-60. Et le plan stratégique de patrimoine prévoit que dans les 10-15 ans à venir, il va y avoir des interventions assez lourdes sur ce patrimoine. Et Plaisance est la première résidence à être réhabilitée dans ce cadre. En fait. Donc en fait, on a gardé, pour cette réhabilitation, on a gardé le même fonctionnement que lors de leur rue, en fait, notamment du coup en travaillant en équipe projet et en travaillant aussi en relation avec les habitants. Donc je ne vais pas vous rentrer dans le détail du projet vraiment, mais je vais plutôt vous parler de quel impact il va avoir sur les locataires, bien sûr en plus d'améliorer leur confort et leur cadre de vie. Alors le premier impact, c'est que nous installons du coup des ascenseurs sur 5 entrées, ce qui suppose en fait le relogement de 90 ménages, donc sur les 200, et pour les 110 ménages restants, la réalisation des travaux en fait entraînera une hausse de loyer d'environ 8%. Après, je précise bien sûr que les loyers actuellement en Plaisance sont parmi les plus faibles du patrimoine silène. De Loire-Atlantique. Voilà. Et du coup, les travaux commenceront en janvier 2016. Vu que c'est en fait le premier projet hors en rue, il a mis quand même beaucoup de temps à se monter et à se mettre en place. Et donc ce temps a forcément pu paraître assez long pour les habitants. Puisque en fait un premier diagnostic a été réalisé en 2011. Et lors de ce diagnostic, l'ensemble des habitants ont été rencontrés à leur domicile et ont pu parler des problèmes qu'ils rencontraient sur leur quartier, dans leur logement, et vraiment donner leurs ressentis et leurs attentes en fait. Donc on est allé un peu plus loin qu'en rue. Là on est vraiment allé dans une démarche où on a interrogé tous les habitants de la résidence. À la suite de ce diagnostic, en fait, on a mis en place, donc on a en parallèle construit le projet et vu sa faisabilité, et on a mis en place un projet de gestion qui visait en fait à régler les problèmes techniques et sociaux qui étaient présents sur la résidence à l'époque. On avait des problèmes de squat, on avait des problèmes d'insécurité,
Et du coup, on a déjà essayé de régler tous ces problèmes-là avant pour que, lorsque les travaux commenceraient, en fait, le site soit prêt à accueillir ces travaux. Donc ça a été une phase qui a duré assez longtemps, en fait, où on a cherché en fait, à résoudre, on en parlait tout à l'heure, à faire des micro-projets, le temps de construire le plus gros projet qui allait avoir lieu. Donc en parallèle, on a travaillé donc, sur l'élaboration d'un projet à l'aide du diagnostic. En fait, le diagnostic nous a servi de base pour pouvoir vraiment construire le projet. Et on a sélectionné un architecte sur concours en juillet 2014. Donc, on a ensuite organisé une rencontre avec les habitants sur site afin d'entendre ce qu'ils avaient à nous dire et de surtout vérifier qu'on était toujours en cohérence avec eux et si le projet qu'on avait du coup, ce qu'ils nous avaient dit en 2011 était toujours d'actualité en 2014 en fait. Et on s'est rendu compte qu'effectivement les attentes étaient globalement les mêmes. On a ensuite fait un diagnostic en marchant avec les habitants et l'architecte. Et ensuite, en novembre 2014, on a présenté le projet aux habitants via 2 réunions d'information. Une réunion d'information sur le relogement où on a convié les 90 ménages qui allaient être logés. Et une réunion d'information sur les hausses de loyer où on a convié les 110 ménages restants. Sachant qu'en amont, on leur avait envoyé une plaquette d'information très précise et très concrète en fait sur ce qui allait se passer. Donc ils étaient déjà informés en amont de ce qu'on comptait faire et donc avaient une bonne vision de ce qui allait se passer. On a eu une bonne participation sur les 2 réunions, un peu plus sur le relogement que sur la hausse de loyer. Mais le diagnostic en marchant, on était nombreux. Ouais. Les gens étaient assez demandeurs en fait, vu qu'ils attendaient depuis 2011, ils étaient assez demandeurs de savoir ce qui allait vraiment se passer et quand est-ce que ça allait commencer. Donc en fait ces réunions en fait, ont aussi permis aux locataires de poser des questions bien sûr et puis aussi de nous faire des remarques. Et ces remarques ont été prises en compte puisque nous derrière on a pris certains engagements vis-à-vis des remarques qu'ils nous avaient faites et de peut-être certaines choses qu'on avait oubliées ou auxquelles ils nous ont donné des idées supplémentaires qu'on a pu intégrer dans le projet. Et suite à ça, en fait, on a les 110 ménages qui restaient sur la résidence ont été appelés à voter sur le projet, en fait, pour ou contre. En connaissance, sachant qu'ils allaient avoir une augmentation de loyer. Donc un courrier leur a été envoyé listant les travaux prévus, le coût prévisionnel des travaux et les engagements qu'on avait pris suite à la réunion d'information et un bulletin de vote. On a eu une participation assez importante, supérieure à 50%, et sur l'ensemble des participants, on a eu seulement 5 refus. Donc on a eu vraiment une adhésion assez forte au projet. En février 2015, du coup, on est revenu vers les habitants pour faire une concertation sur l'aménagement des espaces verts. En fait, on s'était dit qu'on allait un peu laisser libre cours aux habitants sur qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on mette sur leurs espaces verts, où ils voulaient qu'on l'implante. Alors le souci, c'est que là, on n'a eu que 2 habitants qui se sont déplacés. Sur les 110, on a concerté que les ménages qui allaient rester sur site. Donc ça a été un peu une déception. Enfin là, c'était vraiment le moment pour eux de un peu concevoir l'aménagement du site et il y a eu peu de mobilisation à ce moment-là. On est ensuite revenu une nouvelle fois vers les locataires, là c'est la mairie qui a organisé une réunion de présentation des logements neufs parce qu'on a 30 logements neufs qui seront implantés sur le site également. Donc qui conviait tous les riverains des futurs logements neufs à une réunion. Au final, il y a eu très peu de riverains, mais beaucoup de locataires de plaisance. Donc qui s'intéressaient justement à ce qui allait être implanté à côté de chez eux.
mais une forte participation aussi, hein, il y a une quarantaine de personnes à peu près. En fait, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que les locataires ont été impliqués en fait, dans la réalisation du projet dès le départ, et c'est ça qui, quelque part, fait qu'ils sont aujourd'hui intéressés et qui continuent en fait, qui participent et qui veulent savoir ce qui va se passer. À la base, c'est un public qui est assez frileux sur cette résidence. Je vois ça avec... on fait par exemple... on a, je ne sais pas si vous connaissez Unicité et Médiateur qui travaillent sur ce projet. Et les animations qu'ils font, ils ont du mal à mobiliser les gens, alors que nous, sur le projet, on arrive vraiment à avoir une participation assez forte. Donc à la base, ce n'est pas des gens qui participent, qui sont très participatifs en fait. Donc c'est c'est bien qu'on les voit lors des réunions, c'était pas gagné d'avance. Bon, après, le petit bémol, c'est quand même que c'est quand même pas mal de personnes âgées quand même. C'est pas forcément très représentatif. On est des jeunes quand même. Par rapport au public, par rapport à l'ensemble des habitants du quartier, la moyenne d'âge est assez élevée quand même, je trouve. Bon. Donc, comme disait Wilfried, au mois de juin, on va faire vraiment une présentation finale du projet. Alors, avec là, des visuels, en fait, c'est un peu ça qu'attendent aussi les habitants pour pouvoir encore plus se projeter dans le projet. Donc, c'est important pour nous de leur montrer à quoi ça va ressembler. Et actuellement, on réalise en fait du coup les premiers entretiens sur 2 entrées pour les relogements. Les retours sont bizarrement assez positifs sur ces 2 entrées-là. C'est là où on a les personnes les plus âgées et ça se passe très bien. Moi, j'avais peur qu'il y ait quand même quelques réticences et globalement, les gens sont plutôt contents de... Enfin, ils prennent ça positivement en tout cas. Donc voilà, moi je pense qu'une bonne préparation à la base, une bonne information et une bonne implication des locataires peut concourir en tout cas à la réussite d'un projet.